Merci beaucoup, Mike. Merci à votre presse aussi de nous accueillir. C'est mon premier talk, fait que vous êtes mes sujets à test. Comme disait Mike, démystifier la gestion des données dans son front-end, vous allez voir de quoi qu'on va parler. Juste avant, on va faire un petit arrêt par ma personne. Donc, moi, je m'appelle Marc-Anthony Girard. Je viens tout juste de graduer du bac en génie logiciel à l'Université Laval. C'est donc ma première année sur le marché du travail, ou plutôt mes 3 premiers mois. En ce moment, je travaille chez Tracel Technologies, qui est une start-up. On est 6 employés. Je suis développeur full stack pour eux autres. Et sinon, dans mon parcours universitaire, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages dans des firmes de consultation, aussi en tant que développeur full stack. Donc, je suis un dev full stack depuis quand même 3 ans maintenant. Pourquoi ce talk? D'où me vient l'idée de ce talk? Dans le fond, quand je travaillais chez Tracel, je reprenais un projet qui avait été commencé par 2 stagiaires l'été passé et qui étaient aussi mes collègues à ce moment-là. Ils rentraient à temps plein dans le fond chez Tracel. Et le projet manquait cruellement d'une solution pour manager ces données dans le front-end. Dans le fond, c'était un peu le bordel, le front-end. Puis pour plusieurs raisons. Entre autres, l'équipe, c'est une petite équipe, donc on ne touche pas souvent à chaque partie du code. Il y a des parties qui vont rester dormantes pendant plus d'1 an sans aucun problème. Puis chez Tracel, tout est en Rust. Fait que vous devinerez des développeurs Rust quand vous leur ouvrez, quand ils ouvrent VS Code puis qu'ils regardent du TypeScript. Ça leur tente plus ou moins de continuer. Fait que bref, mon objectif était bien clair, faire de l'expérience front-end la plus simple pour eux autres. Je vais vous parler un peu du problème, puis d'où ça sort tout ça. Ça, c'est une page tirée de notre application. Pas besoin de la comprendre plus que ça. Dites-vous juste, c'est une page dans laquelle il y a une liste ici. Puis à droite, on expose des données sur la liste. Par exemple, il y a combien d'items dans la liste, puis c'est quoi le statut de du dernier item dans l'item le plus à jour. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que les données dans la liste puis les données à droite, c'est la même affaire. Ça provient de la même source de données, c'est le même call HTTP derrière, mais qui sont définitivement dans 2, je vais appeler ça islands différents de la page. Fait qu'il y en a un qui est dans le tableau, puis l'autre qui est carrément à droite de la page. Puis ce que ça fait en sorte, ça, c'est qu'on va essayer de ne pas faire 2 fois le même call quand on ouvre la page pour pas faire plusieurs fois le même call puis que ce ne soit pas très performant. Puis pour ça, ça nous prend une solution. Quelques définitions avant de commencer. Dans le fond, nous autres, chez Tracel, on est en solide, qui est basically la même affaire que React. Fait que je vais parler avec les termes de React. Quand je vais parler de composants, je parle d'une fonction qui est définie du UI. Quand je parle de parent-enfant, je parle d'une hiérarchie de composants. Donc, un composant qui en utilise un autre, c'est son parent. Quand je vais parler de hooks, rien à voir avec des events, pas des observeurs, c'est rien de tout ça. C'est juste une fonction qui expose de la behavior ou de la donnée, mais qui n'expose pas, dans le fond, de UI. Puis quand je vais dire props, je parle de paramètres de fonction. C'est le nom qu'on a dans le front-end. Pour étudier les solutions qu'on va voir pendant la présentation, j'ai 4 critères. Là, je vais vous les présenter. Après ça, je vais m'assurer que tout le monde est d'accord avec ces critères-là, sinon ça commence très mal. Le premier critère, on veut que les changements soient ciblés. On est une petite équipe. Comme j'ai dit tantôt, il y a des bouts de code qu'on ne touche pas souvent. On ne veut pas que quand on ait besoin de faire un changement, on ait à se remémorer ce qu'on a écrit il y a 6 mois. On veut comme écrire dans une coquille, un subset de l'application, puis pas avoir à faire des changements partout dans l'application. Réutilisable, ça, c'était assez straightforward. Performant, ici, on va surtout parler de performance au niveau de ne pas faire des calls en double. Et simple, ça, c'est éviter du boilerplate. Mes collègues, ça ne leur tente pas de faire du TypeScript à longueur de journée. Ils veulent faire la feature dans le front-end, le display pour l'user, puis retourner dans le back-end en Rust le plus rapidement possible. Fait que la première question qui se pose, c'est on a-t-il vraiment besoin d'une solution moderne? Le fetch API, comme vous pouvez voir ici, c'est un standard web. C'est une fonction qui permet de faire des calls HTTP qui est supportée par tous les browsers. Pourquoi on ne fait pas juste utiliser ça? Je vous présente mon beau schéma. Il va y revenir une fois de temps en temps à la présentation. Dans le fond, c'est le même schéma que tantôt. À gauche, admettons, j'ai mes listes, ma donnée en brut. Puis à droite, j'affiche du metadata, là, donc de la donnée traitée, des statistiques sur ma donnée brute. Puis comme on peut voir, en vert, j'ai des composants qui s'occupent de faire du layout dans la page, donc qui s'occupent de faire du style, mettre ça beau, s'assurer que tout est en place. Puis les autres ne sont pas vraiment conscients
que de la donnée en dessous d'eux autres. En fait, ils s'en foutent carrément parce que leur but, c'est de faire du layout. Puis en blanc, bien évidemment, j'ai ma Windows, ma table, appelez ça comme vous voulez, ma fenêtre. Dans le front-end, tu n'as pas le choix d'avoir une root au final de ton application. Bien, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, en ce moment, on s'entend, en orange, c'est des calls qui utilisent la même donnée, en bleu, c'est des calls qui utilisent la même donnée. Je duplique 2 fois je vais faire 2 fois mes calls HTTP si j'utilise la fonction fetch d'un composant de même. Fait qu'est-ce qui va se passer? Bien, ma première solution, ça serait de tout monter en haut, dans leur parent commun. Ici, ben, c'est en blanc pour les deux, mais admettons qu'il y en avait un que c'est un sous-composant de la fenêtre. J'aurais pu faire ça aussi, le mettre là. Fait que là, à différents niveaux, je fais des calls. Puis après ça, ces calls-là sont distribués partout à ceux qui en ont besoin. Mais on voit avec les flèches vraiment dégueulasses. Puis là, ça a vraiment un meaning. Ben, c'est que si tu calls dans si tu fais ton call HTTP dans la window, tu n'as pas le choix de faire passer tes données à travers toutes les couches pour se rendre aux composants qu'ils utilisent. Et ça, même si le composant, il s'en fout de savoir cette donnée-là, le composant, mettons les composants en vert, il s'en fout de ces données-là. Puis en fait, ils ne savent pas à quoi ça sert. Puis ça, c'est un effet qu'on appelle le props drilling. C'est le fait de passer des propriétés à des composants que les composants eux-mêmes n'utilisent pas. Vous pouvez faire la même affaire dans une fonction back-end. Là. Si ta fonction reçoit des paramètres, que tout ce qu'elle fait avec, c'est les donner à une autre fonction en dessous d'elle, bien, tu es en train de faire un peu du props drilling. Puis ça, dans le front-end, c'est particulièrement désagréable parce que ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que tu passes à travers des composants qui n'utilisent pas ta donnée, bien, souvent, il va y avoir des renommages. Puis là, bien, c'est comme je veux faire une partie de téléphone. Tu as commencé avec ça, c'est mes projets récents. Puis à la fin, tu arrives juste à ça, c'est une liste de projets. Puis tu as perdu tout le contexte de c'était quoi la donnée que tu allais chercher. Puis en plus, bien, ton code il est moins beau. L'autre solution majeure aussi qui apparaît, que je décommanderais fortement à tout le monde, c'est de se dire, regarde, je vais tout aplatir ça, il va y avoir juste un composant, puis je vais tout faire à la même place. Je ne m'attarderai pas à pourquoi c'est pas incroyable, mais c'est souvent quelque chose qui arrive en fait, parce que, veux pas, tu cherches la solution la plus rapide, tu vas retourner dans le back-end en Rust, c'est ça. Si mes collègues regardent, je m'en excuse. Je reviens sur mes 4 critères. D'ailleurs, que je ne vous ai pas demandé si tout le monde était d'accord, mais y a-t-il des objections sur mes critères où ça allait? C'était quand même compréhensible tantôt. On va y repasser à travers. Est-ce que ma solution allait cibler? La réponse, c'est oui. Puis elle est aussi réutilisable. Puis là, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment expliqué dans les schémas précédents. Dans le fond, dans un pattern qu'on voit beaucoup en React ou en Solid, c'est de faire des custom hooks, donc des fonctions qui exposent juste de la donnée ou de la behavior. Puis ces affaires-là, tu peux les réutiliser dans plusieurs composants sans problème. Fait que ça te crée une logique qui est isolée puis qui est réutilisable. Mais quand tu utilises fetch, derrière, c'est quand même, genre en mémoire, quand tu fais l'exécution, c'est quand même dupliqué. Ça ne réfère pas à la même référence. Fait que ton code il va être joué 2 fois. Fait que oui, en termes de code, c'est une bonne solution, mais ce n'est pas performant. C'est pas non plus simple. Pourquoi c'est pas simple? C'est rare dans du développement front-end, tu vas juste dire « OK, je veux ma ressource », puis pendant qu'il n'y a pas de ressource, pendant que je n'ai pas de données, parce que mon call il est en transit, je vais juste rien afficher, puis mon user va se demander si ma page est brisée. Puis là, le fait chez Pierre, ça vient avec aucun state management, aucun truc qui te dit « Ah oui, la donnée est en cours d'être loadée » ou « J'ai eu une erreur ». Fait que ça rajoute beaucoup de boilerplate si tu veux prendre cette solution-là. La deuxième solution, qui est ça définitivement le trap, ce que je vois le plus les gens tomber dedans. Je dis ça parce que j'ai été correcteur pour le cours de Web 1 à l'Université Laval. Puis ça, définitivement, c'est quelque chose qu'on voit. C'est l'idée qu'on va utiliser des contextes. Qu'est-ce que c'est un contexte? C'est un composant qui ne définit pas, il pourrait définir du UI, mais en général, il ne définit pas du UI. Il fait juste définir des données, définir des fonctions, puis après ça, il met ça dans son contexte. Puis, qu'est-ce que ça fait un contexte? Toutes les personnes qui sont en dessous de ce contexte-là peuvent maintenant utiliser le contexte, puis la donnée, les fonctions, vont se téléporter directement à l'intérieur des composants. Fait que, mettons, en bleu, j'ai mon contexte relié à mes expériences, que j'avais tantôt, c'était ma liste à gauche. Je peux la faire téléporter directement là où est-ce que je l'utilise. Par contre, les contextes, c'est vraiment pas magique. Puis, il y a beaucoup de trucs qu'on ne va pas te dire dans la doc qui va te tirer dans le pied.
La première, c'est la constatation que les données, ben, ils ne remontent pas. Fait que avec le concept de contexte, tu te mets un concept de hiérarchie. Il y a des données qui vont être plus accessibles que d'autres. Puis plus tu montes dans la hiérarchie, plus ils sont accessibles, mais moins ils ont accès à de données. Puis là, je vais vous donner une règle d'affaires bien simple. On dit que dans Tracel, le projet sur lequel je travaille, on ne peut pas supprimer de projet s'il y a des expériences à l'intérieur. Il faut que tu supprimes tes expériences d'abord parce que X raison. Bien là, admettons que le projet contexte expose une fonction pour déliter le projet. Bien, c'est impossible pour lui d'enforcer la feature que je viens de parler parce qu'il n'a pas accès aux expériences. Puis ça va faire en sorte que le burden d'implémentation, ça va être aux utilisateurs. Puis ça, ben, en général, c'est pas terrible parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir utiliser cette feature-là, il va falloir que tu réimplémentes quelque chose. Et la deuxième, puis là, l'approche que les gens ont tendance à faire, c'est de se dire, ben, finalement, les expériences et les projets, c'est presque la même affaire. On merge les deux contextes ensemble. Puis ça a vraiment un gros impact au niveau de la performance parce que tous les utilisateurs de contexte, que ce soit en Solid ou en React, quand il y a quelque chose qui change dans le contexte, ils vont tous se faire réappeler. Autrement dit, les contextes ne sont pas capables de savoir qui utilise quoi. Fait que dès qu'il y a un changement, tout le monde se fait re-render. Puis là, on vient de perdre de la performance plus au niveau du lifecycle. On est capable d'avoir une bonne performance au niveau des calls HTTP et de rien dupliquer, mais on perd de la performance au niveau du lifecycle de React. Puis là, vous allez voir, ben, c'est pas mal moins targeté que la dernière fois, c'est pas mal moins ciblé que la dernière fois, excusez-moi mon français. Parce que ben, quand je veux ajouter, admettons, une feature pour supprimer un projet, ben, je vais le faire dans une espèce de God class. Souvent, les contextes, ça va vraiment ressembler à des God class parce qu'il va y avoir plein de fonctions. Puis, ben, ça rajoute de la logique dans une classe qui est déjà grosse, un composant qui est déjà gros. C'est réutilisable par contre, parce qu'une fois que je l'ai implémenté dans mon contexte, soudainement, toute mon application y a accès. C'est pas performant, comme je viens de dire, c'est performant au niveau des calls HTTP. Je suis capable de faire juste une fois mon get, puis après ça, je suis good to go. Mais à chaque fois qu'il y a un changement dans mon contexte, tout le monde va se faire render. Puis c'est pas simple, parce que pour la même raison que le fetch API, j'ai toujours pas de solution à savoir mes données sont-elles en cours d'être fetchées. Puis là, c'est mon aparté avant de changer de solution, sur la raison d'être des contextes. Fait que dans la doc, là, il parle souvent dans React, mettons, il donne en exemple que des bons contextes, ça sert à gérer le thème, l'authentification, le routing, puis après ça, ils mettent un terme super générique comme state management, d'où pourquoi les gens ils utilisent ça. Je préfère un peu la définition de Solid qui, lui, rajoute des accès fréquents puis des changements peu fréquents. Parce que c'est exactement les exemples que React a donnés. Dans le fond, mon thème, là, mon authentification, bien, mon authentification, mon user il se connecte une fois puis il se logout une fois dans sa session. Ça ne change pas souvent. Puis j'en ai à peu près besoin partout, probablement en tout cas. Puis l'autre affaire, c'est que quand mon user se logout, il y a des bonnes chances que, anyway, je vais changer toute la page au complet parce qu'il n'y a plus accès aux données. Puis quand mon thème change, bien, clairement, tous mes composants vont se faire render parce que mon thème il a changé, ça va changer de couleur. Fait qu'il y a des bonnes utilisations au contexte, mais pour gérer de la donnée back-end, c'est pas terrible. C'est là que rentrent en jeu ce que je vais appeler les stores, les state managers. Le plus connu, c'est définitivement Redux. Dans le fond, je vais simplifier un peu, puis je vais parler de aucun, fait que ça va être quand même générique comme description, mais c'est pas grave, on va tous se comprendre quand même. Redux, là, c'est comme si tu mettais tous les contextes à plat. Okay? Maintenant, toute la donnée est toute en même place. Puis à la place, ce qui va se passer, c'est que tu vas définir des slices. Ça, c'est le terme officiel de Redux de mémoire. Tu vas définir des slices qui, eux autres, vont définir des données, mais ces données-là vont se faire remonter dans le Redux Store. Puis ça va aussi définir des actions, il y a beaucoup de frameworks qui offrent des handlers d'événements pour faire de l'événementiel, dans le fond. Puis, fait que là, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est quoi l'avantage? Il y en a plusieurs. La première, c'est qu'en général, dans les stores, tu n'auras plus le problème de « Ah, ben juste pour cette feature-là, j'avais besoin de savoir, y a-t-il des expériences dans mon projet? » Tu vas pouvoir, vu que les données sont à plat, tu vas pouvoir faire des gets là-dessus sans problème. Puis, ben, au final, ça permet aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour implémenter comme des nouvelles features, que je vais dire, qui ne sont pas exposées par le back-end. Vu que tu as ta donnée en place sur à peu près tout dans ton application, tu es capable de faire des assumptions puis d'aller chercher de la donnée que tu n'aurais pas nécessairement accès ou de te faire carrément du nouveau state qui n'est pas offert par le back-end.
Basically, moi, je trouve que ça revient un peu au même que mettre une base de données dans son front-end, sur comment on l'utilise. Puis ça a un side effect assez négatif-ish qui peut être positif. C'est que les gens ils ont tendance à ce moment-là à faire du fetch one, distribute everywhere. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les gets vont se faire juste une seule fois dans ton front-end. Puis à partir de là, vu que tu as ta donnée dans une base de données, quand que tu vas faire, mettons, un delete sur ta base de données, quand tu vas caller ton back-end avec un delete, ben pourquoi tu offrais le call pour aller relister tes items quand tu as déjà ta liste d'items puis tu peux aller le supprimer directement? Fait que c'est un peu la fallacie dans laquelle tu embarques avec Redux un peu, je trouve. Mais il y a vraiment moyen de bien le faire. Il n'y a rien qui t'oblige à faire comme ce que je viens de décrire. Tu peux très bien refaire des calls HTTP à chaque fois. C'est juste que c'est beaucoup de boilerplate, puis pour notre petite équipe, je vais revenir à mes points, ben c'est pas terrible. Il faut que tu gères beaucoup de... Quand tu fais une feature, il faut que tu gères beaucoup de boilerplate, que tu penses à ta slice en ce moment et comment, que tu penses aux autres slices si tu as besoin de les affecter. C'est réutilisable. C'est performant. Pourquoi c'est performant? Contrairement au contexte, la plupart des librairies de store sont capables d'espionner sur qui t'écoute. Fait que quand tu utilises un peu de leur state, ben s'il y a un autre slice, mettons, à côté qui change, tu ne te fais pas re-render, sont beaucoup plus focus là-dessus. Puis, ben, comme je disais tantôt, ce n'est pas nécessairement simple. Puis ça, c'est beaucoup au niveau de la complexité du code. C'est là qu'arrive mon cher ami TenStack Query, qui est une de mes libres de cœur que je viens vous parler, que je viens vous évangéliser même, je vais dire. Donc, qu'est-ce que c'est TenStack? C'est basically un cache system, un système de cache. Au lieu d'avoir une base de données, entre guillemets, comme dans Redux, tu prends cette base de données-là puis tu mets une cache qui va, dans le fond, intercepter toutes les calls HTTP. Puis une fois que tu reçois une réponse, ça va les mettre en cache. Puis le prochain call, ben, il va hit la cache puis être instantané. Donc, il y a deux entités majeures dans TenStack. Il y a les queries. Les queries, dans le fond, c'est pour tout ce qui est des calls get pour du RESTful. Sont définis par une liste de clés puis une fonction de fetching. Donc, ta fonction de fetching, définitivement, ça va être un call à ton back-end, a priori, mais ça peut être n'importe quelle fonction qui est async. Puis, fait que la liste de clics, à quoi qu'elle sert? Ben, c'est qu'une fois que j'ai reçu l'information du back-end, TenStack va mettre ça dans sa cache, puis va définir la liste de clics comme étant les clés de la cache. Fait que pour qu'une query hit ces données-là, il faut qu'elle ait la même liste de clés. Puis là, je vais donner un exemple. Par exemple, admettons que tu fais des gets sur une entité précise, fait qu'un /project ID, mettons. Bien, évidemment, il va falloir que tu mettes le project ID dans ta cache, parce que sinon, tous tes projets, même s'ils ont un ID différent, ils vont tous être la même si tu n'as pas mis ton URL dynamique, là, fait que ton ID de projet dans Query. Puis au niveau des mutations, c'est tout ce qui gère, c'est tout le reste, donc patch, put, pose, delete. Puis ça gère tous les changements qui sont faits dans ton back-end. Puis dans 99,9% des cas, bien, ça va être une fonction pour muter, donc un call HTTP, et après un unsettled ou unsuccess, là, dépendamment de à quel point tu as peur que tes données soient plus à jour, qui, elle, va venir invalider des queries. Puis là, quand tu invalides une query, qu'est-ce qui va se passer? C'est que TenStack va dire à toutes les queries que tu as invalidées, « Il faut que tu te refetches, reva chercher l'information. » Mais du point de vue du user, ça va être je vais dire, ça ne paraîtra pas parce que les données qui étaient là, ils vont rester en place le temps que la query se refetche. On va voir un peu plus tard à quoi ça ressemble. Fait bref, je vais faire un petit aparté sur les query keys juste avant de partir d'ici. Moi, j'ai vu deux façons de gérer ces query keys-là parce que souvent, dans un système de cache, là, le pire à faire, c'est de gérer les clés de cache. Puis, ben, ça reste vrai dans TenStack, c'est pas parfait. Puis la façon de faire que j'ai vue, c'est soit tu en mets une qui est bien unique puis qui est bien précise, genre to-do query key. Fait que là, c'est vraiment clair que cette query key-là, c'est juste pour cette query-là. Ou ce que tu peux faire, puis ce qu'on essaie de faire un peu chez Tracel à semi-succès, c'est de basically copier-coller l'URL dans la query key. Puis ce que ça permet de faire, c'est que quand on invalide, dans le fond, on passe à, mettons, si on délite un project ID, bien, on va invalider tout ce qui est en dessous de projet. Fait qu'on va dire, j'invalide projet, puis toutes les queries
qui commencent par projet vont se faire invalider. Fait qu'on va aller chercher un peu plus, on shot plus large, là, autrement dit. Là. On va invalider beaucoup plus de cash à ce moment-là, mais ça nous assure de ne pas se tirer dans le pied. Fait que là, on va faire un exemple qui va se passer bien. Alright. Ça va être vraiment frotté pour vous autres, j'imagine. Crème, on a réussi à zoomer. On a-tu réussi à zoomer? Ouais, on a réussi à zoomer. OK, fait que ici, je vais vous montrer rapidement l'application, qui est une grosse app là, qui m'a pris énormément de temps à faire, qui est une application de to-do. Puis là, basically, j'ai des to-do. Hein? Puis ça va apparaître dans la liste, puis je vais avoir du métadonnées à droite. Hein? Fait que pas plus compliqué que ça. Puis là, je vais vous montrer un peu de code. Fait que là, comme je disais tantôt, ma query à gauche, j'ai ma query key, j'ai ma fonction pour fetcher, puis mes deux mutations. J'ai du code pour tout simplement invalider la query onSuccess, ou, admettons, dans le cas de delete, c'était unsettled. C'est unsettled sur l'autre aussi. Puis là, moi, ce que j'aime vraiment, vraiment là-dedans, là, fait que ça ici, on a toute la logique sur comment faire un call, puis plein d'affaires. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'après ça, quand tu vas regarder, par exemple, le composant pour ajouter un to-do, soudainement, en haut du composant, il n'y a vraiment pas beaucoup de logique. En fait, il y a juste une utilisation de hook. Puis de ce hook-là, je peux découler plein d'informations que j'utilise pour render mon composant. Fait qu'admettons, quand je suis en train de créer un to-do, mon input il est disable pour pas que j'en crée plein en même temps. Puis ça, ça me vient comme gratis parce que si on se rappelle, dans le use create to-do, j'ai absolument eu à gérer aucune forme de genre, est-ce que ma query est on flight, est-tu active? Ça vient gratuitement avec TenStack, fait que ça, c'est vraiment génial. On va faire une petite démo. C'est zoomé, ça. Alright. Idéalement. Alright. Fait que je vais faire une petite démo. Dans le fond, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai throttle. Fait que là, les calls vont être vraiment longs, là, vous allez voir. Puis on va voir un peu ce que ça va donner. Fait que quand j'ajoute, j'ai mon call pour ajouter qui part. Puis une fois qu'il arrive, la query de task, elle se fait invalider, puis elle refetch. Fait que là, si je le refais, mettons, avec le delete, même affaire, j'ai ma query qui part. J'ai ma query de task, puis les deux ici qui utilisent les deux l'information, les deux islands de mon application, ils se vont mettre à jour en même temps. À zéro cost, puis pas beaucoup de code. Puis j'ai les outils nécessaires, en fait, dans le fond, par rapport à Redux que je parlais tantôt, qui pouvait faire des changements instantanés, puis pas avoir à refaire des get. C'est sûr que ça va être un peu plus long avec TenStack, mais je vais pouvoir afficher vraiment facilement cette information-là à mon user, genre que je suis en train de syncer sa liste de to-do, parce que j'ai plein d'informations sur le state de ma query en ce moment. Puis là, je vais vous montrer. Je vais cliquer sur le carré vert ici. Ça va mettre ça va compléter le to-do. Puis on va voir ce qui se passe. Regardez bien le network tab, puis les données en même temps. Fait que regardez tout en même temps. Fait que je clique, puis c'est déjà complété. Puis pourtant, j'avais même pas fini ma query. Je le recommence encore une fois, là, je l'efface. Hop, instantané. Puis mes queries ne sont même pas encore complétées. Fait que là, ce que je vous montre, c'est vraiment un secret. Il ne faut jamais utiliser ça. Là. Mais en gros, TenStack te donne quand même la possibilité de faire un peu comme du Redux, puis de venir modifier des affaires in place. Fait que ça, c'est le use mutation pour quand je te roule un truc. Puis là, j'ai plein de niaiseries que je peux faire. Comme par exemple, je peux dire, si tu es en train de fetch ma liste, je suis en train de la modifier, ne va pas la fetcher. Je peux aller chercher les données qui sont dans la cache. Fait que là, ça, on brise complètement le quatrième mur là, à ce moment-là, mais on peut le faire. Puis après ça, je viens ici, je suis manuellement allé dire, OK, là, j'ai mon ID to-do, fait que je peux aller retrouver mon to-do, puis aller le mettre à compléter ou le toggler, là, dans ce cas-ci.
Si j'ai une erreur, il ne faut pas que j'oublie de reverse ce que j'ai fait, parce que sinon, je vais avoir l'air vraiment stupide. Parce que quand mon user va refetch, il n'y aura pas la même information. Puis, unsettle, je peux quand même aller invalider ma query. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que si j'ai pas du tout compris ce que mon backend faisait, puis qu'il va me retourner de la donnée complètement différente à ce que je m'attends, je vais quand même finir par être rapidement back to my backend state. Fait que ma seule source de vérité au final, ça reste mon backend, même si je peux faire de la manipulation fancy pour faire des changements instantanés un peu à la Redux. Fait que ça ressemble à ça pour l'exemple. Bref, j'aime TenStack parce que ça me permet de faire des changements qui sont ciblés. Les hooks sont ultra petits puis ultra exclus du reste du code. À chaque fois que je shadow une feature, dans le fond, je m'attends pas mal à faire un composant puis un hook par rapport à la feature que je veux faire. Puis, j'ai pas besoin de me soucier, les prochains, ils vont l'utiliser comment? Parce que anyway, TenStack va tout se charger de syncer ça ensemble puis de faire un seul call à la fois. C'est réutilisable, évidemment. C'est performant parce qu'on fait juste une fois les calls. Puis c'est crissement simple, désolé. C'est vraiment simple parce que tout te vient donné dans la bouche. Est-ce que tu veux savoir si ta query elle a eu une erreur? Tu veux savoir si elle est fetching pour la première fois? Tu veux savoir si elle est en train de se faire refetch parce qu'elle a été invalidée? Ou tu veux savoir si... tu peux tout savoir avec des flags qui te sont donnés. C'est crime. Le gars, il code presque mon application. Là. Bref, un dernier takeaway de ma présentation, dans le fond, est-ce que TenStack, c'est tout le temps la solution? Bon, moi, j'aurais tendance à dire que oui, là. Mais il reste des cas d'utilisation qui sont vraiment intéressants pour Redux. Puis, j'en parlais à Mike tantôt. Un cas intéressant, c'est, mettons, Miro. Tout le monde connaît Miro, ça va? Une application pour draguer des post-it around. Puis faire semblant que tu fais de la planification de projet. Là. Bref, est-ce qu'à chaque fois que tu déplaces ton post-it d'un demi-pixel, tu as envie de faire un call au back-end pour dire « Hey, j'ai déplacé mon post-it d'un demi-centimètre? » Vraiment pas. Puis encore plus, est-ce que quand mon user CTRL-Z, j'ai envie de faire un call HTTP à mon back-end pour savoir c'est quoi les derniers changements que j'ai faits pour pouvoir faire CTRL-Z? La réponse, c'est non. Dans ce cas-ci, un truc comme Redux qui a du state local puis que ton state qui est tout à toi, dans le fond, il est géré directement dans le front-end, c'est bien plus intéressant. Puis dans ce cas-là, tu peux faire, mettons, du debounce puis envoyer ton information à toutes les X temps, à toutes les 10 secondes, par exemple. Puis certains tools, notamment Redux, mais là, je te fais confiance sur ce que tu me disais tantôt, Mike, là, qui permettent, mettons, qui ont des trucs pour défaire des changements que tu viens de faire, ça devient vraiment intéressant parce que ton CTRL-Z, tout à coup, il est implémenté basically pour toi. Merci. Oui, Mike. Quand tu fais une query comme ça, tu caches un peu, ça devient quand même assez complexe. Essayer de trouver des problèmes de cache ou d'invalidation. As-tu des tools qui t'aident à débugger ce qui se passe? Oui, d'ailleurs, j'ai dessus. Ouais. Dans le fond, TenStack, qui ont un tool qui permet de voir tes queries. Fait que là, dans le fond, là, c'est sûr que j'ai juste une query, fait que c'est pas un exemple super pertinent, là, mais normalement, en vert, tu vas avoir toutes les affaires qui sont cachées et non stale, fait que ça veut dire qui sont à jour. Puis en gris, tu vas voir toutes tes queries qui sont stale. Donc, une query qui est stale, au final, la donnée est là, mais la prochaine fois qu'elle va se faire re-render, la query va se faire. Donc, tu vas faire un appel au back-end. Fait que ça aide vraiment à checker tes queries. Sinon, honnêtement, il faut être honnête, ça reste un défi plus ton application a grossi de gérer qu'est-ce qui se fait invalider. Puis, tantôt, je parlais on ne veut pas loader en tête le contexte, beaucoup trop de contexte, puis de savoir, OK, là, je fais telle feature, puis quand que je fais un changement dans cette feature-là, quand que je fais une mutation qui a rapport avec cette feature-là, ça devrait affecter comme telle partie. On veut éviter ça. C'est un peu pour ça que dans le fond, nous autres, cet été, on essayait de faire des queries où est-ce que les query keys, ça ressemblait vraiment à l'URL. Parce que dans le fond, tu peux invalider comme en batch. Mais l'affaire, c'est que c'est à double tranchant parce que là, on trouvait qu'on invalide beaucoup trop. Puis l'autre affaire, c'est que l'invalidation de query est sensible à l'ordre dans lequel les clés sont.
Fait qu'il faut que tu fasses attention quand tu commences à faire ça. Je suis d'accord avec toi, je pense que TransStack c'est vraiment une bonne approche pour faire la gestion de state. Est-ce que vous avez évalué pour voir si c'était viable de bouger tout ça au serveur dans votre contexte? Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire quelqu'un qui vient du client-side de juste éliminer tous ces contextes-là au complet? Je te dirais qu'il y a beaucoup de... Genre, sur les affaires plus de base, il y a des affaires qu'on utilise moins, mais mettons, dans Tracel, on manipule beaucoup de données. Puis on doit faire beaucoup de pagination. Là, on a plein de tables paginées dans l'application. Puis TenStack, ils ont Use Infinite Query qui permet de faciliter l'implémentation de queries paginées. Puis en plus de ça, on utilise TenStack Table qui s'intègre vraiment bien. Fait qu'il y a on est allé chercher des avantages pour notre use case aussi. À savoir, là, ta question, c'était comme, est-ce qu'on devrait faire une cache back-end? Mais genre du SSR. Ah, OK, ouais. C'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait faire du SSR? C'est ça. Pour des vrais. Je te dirais que c'est vraiment une bonne question. J'étais pas là quand ils ont commencé le projet, fait que je pourrais pas te dire exactement pourquoi ils ont décidé d'y aller avec Solid. Ce que je peux te dire, c'est que le CEO, il rêve vraiment qu'on refasse ça en Diaxus, qui est une lib Rust pour faire du front-end, mais qui n'est pas encore très stable en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'on n'utilise pas les solutions en Rust. Ils ne sont pas assez matures en ce moment pour faire un produit. Puis là, rendu là, faire du server-side, on aurait pu utiliser quoi comme genre HTMX, mettons. Mais ça aussi, c'est relativement nouveau. Puis on s'attendra que les gens qui étaient dans la team au début, comme je disais, c'est des stagiaires, dans le fond, l'été passé. Là, puis c'est eux autres qui ont commencé le projet. C'est sûr que te lancer dans du server-side, alors qu'à l'école, on apprend les single-page apps, c'est quand même complexe.